Qu'est-ce que tu veux, enfoiré? Y a quelque chose qui va pas, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Je le jure sur la tête de ma mère, si tu la touches encore une fois, putain, t'es mort! Ne tirez pas! Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! You cocksucker, you fucking miserable fucking... Et toi, on peut pas avoir de conversation. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Contrebande, votre rendez-vous cinéphile sur Radio Pulsar. Je suis en compagnie de ma bande de chroniqueurs toujours bien motivés. À mes côtés, il y a bien sûr Erwan. Bonjour Erwan. Salut Axel, salut à tous. Comment vas-tu Erwan? Très bien, très bien. Eh bien ça fait plaisir. Juste à côté de toi, nous avons une toute nouvelle, Marie-Reine. Bonjour Marie-Reine. Bonjour. Marie-Reine très stressée, mais ça va le faire. Ah oui, bien sûr. Marie-Reine risque de s'évanouir à tout moment, mes amis, mais ne vous inquiétez pas, non, nous avons des secouristes. Aujourd'hui j'ai prévu, je vais tenir le coup. Dorian, bonjour Dorian. Bonjour. Dorian qui a bien fait ses devoirs aujourd'hui. Oui, je l'espère. Et puis bien sûr, nous avons Quentin à la technique qui vous fait un petit coucou. On t'apprécie Quentin, on t'aime. Heureusement que tu es là, sans toi la mise en onde de cette émission ne serait pas possible. Et aujourd'hui mes amis, nous allons parler d'un cinéaste qui me tient, qui a une grande place dans mon cœur à l'occasion de la sortie de The Irishman. Nous allons parler de Martin Scorsese. Remember, petite plongée dans mes souvenirs, jeune adolescent de 14 ans, ma cinéphilie était alors encore en germe. Mes films de chevet à cette époque restaient encore la trilogie du Seigneur des Anneaux, comme tout bon gamin de ma génération. Hein. Et puis un beau jour, lors du rituel du film du dimanche soir, je me laisse attraper par un polar urbain haletant, DiCaprio en flic infiltré dans la mafia irlandaise, mené par ce fou furieux de Jack Nicholson, et puis Matt Damon, flic ribou chargé de débusquer le rat. Vous avez bien sûr reconnu The Departed, Les Infiltrés, remake d'Infernal's Affair, réalisé par nul autre que Martin Scorsese. Voilà déjà, Martin Scorsese, un nom qui en jette. Franchement, ce nom je l'avais déjà entendu quelque part dans un long making-of sur la première trilogie Star Wars, parce qu'il faut un début à tous mes amis. Parce que Scorsese, c'est l'un des grands noms du nouvel Hollywood, celui que l'on range machinalement aux côtés des Lucas, De Palma, Spielberg, Coppola et compagnie. Bon ok, Scorsese, ce mec-là transpire le cinéma et je sais que je vais y retourner un jour ou l'autre. Donc, quelques semaines plus tard, après le choc des Infiltrés, j'ai toujours 14 ans, et le rituel Canap Film TV reste inchangé. J'étais à ce moment-là dans ma période Mafia. Et par chance, ce cher programme TV m'offre le choix entre deux films, American Gangster de Ridley Scott sur la 2, ou bien sur Arte Les Affranchis avec De Niro, réalisé par nul autre que Scorsese. Bon ok, le choix est vite fait et ce soir-là, bam, épiphanie cinéphilique. Ce genre de moment dans vos jeunes années où votre vision des choses reste à jamais bouleversée. Montage cocaïné, jukebox ambulant, violence explosive, humour noir, caméra virtuose, je ne sais littéralement plus où donner de la tête. Scorsese a définitivement planté sa patte dans mon cher esprit enfantin et j'avoue par la suite, j'ai moi-même voulu devenir un gangster. J'ai arrêté après m'être pris une bonne correction par un gars plus fort que moi. Et puis par la suite vont s'enchaîner les découvertes, le Loup de Wall Street au cinéma, Taxi Driver, The Big Shave Casino, que des chocs visuels. J'entrais dans une ère plus mature, plus pulsionnelle, plus saignante. Et 6 ans plus tard, je me retrouve assis dans l'auditorium de Lyon. Nous sommes le mardi 15 octobre 2019 et Scorsese s'apprête à venir en personne pour nous faire découvrir son The Irishman. Cet événement unique d'ailleurs nous rappelle à lui seul l'extrême popularité du cinéaste italo-américain. Déjà à peine ouverte, la billetterie en ligne avait écoulé toutes ses places en même pas 7 minutes. Le jour J, une foule immense rassemblée pour The Irishman, la super production made in Netflix, je rappelle 175 millions de dollars de budget. Beaucoup de personnes dans la presse notamment d'ailleurs se disent réticents aux méthodes de Netflix qui bloquent la sortie en salle, gardant leur exclus pour leur site. Et pourtant, une œuvre aussi ambitieuse au budget pharaonique et au casting de légende mérite clairement la projection. Et la preuve en était ce soir d'octobre, tant un public impatient et réuni, dont certains depuis 14 heures. Scorsese attire toujours, le grand maître confirme son influence, le public porte toujours pour lui un amour inconsidérable. Quant à moi, la boucle est bouclée, des larmes coulent de mes yeux. Scorsese, sur scène, prononce un vaillant discours, hurlant au rassemblement des cinéastes pour rendre leur film visible. Quelques heures plus tard, la polémique Scorsese versus Marvel débutait. La fin d'une ère, le début d'une nouvelle.
Salut Franck, tu veux contribuer à écrire cette page d'histoire? Oui, bien sûr. Les grandes entreprises, le gouvernement se sont associés pour essayer de nous détruire. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a encore dit? C'est pas le moment d'avoir des secrets. On va entrer en guerre avec ces fumiers. En guerre. Les choses ont encore dégénéré avec notre ami. Jimmy, asseyons-nous tous les quatre, faut qu'on discute. Je refuse de m'asseoir, c'est au-dessus de mes pas. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Je sais des choses, et ce que je sais, ils savent pas que je le sais. Et ça se passera comme ça, qu'on le veuille ou pas. Vous l'avez donc compris, mes amis, on va parler de The Irishman. Après avoir vécu de petits boulots, Frank Sheeran, l'Irlandais du titre, se lie d'amitié avec Russell Bufalino, l'homme et le parrain de la pègre de Pennsylvanie. Bientôt, Bufalino le présente à Jimmy Hoffa, dirigeant corrompu des Teamsters, le syndicat des routiers américains. Bref, une nouvelle page dense et complexe de l'histoire du crime organisé dans l'Amérique d'après-guerre. Une période de plusieurs décennies avec des flashbacks remontant jusqu'aux années 50, un dialogue passé-présent et surtout un défi technologique puisque Scorsese va s'expérimenter avec le de-aging, le rajeunissement numérique. Et puis ça va être notre cible du jour et c'est mon cher Erwan qui va commencer. Déjà, Erwan, j'aurais une première question avant que tu nous parles de The Irishman. Est-ce que Scorsese est un cinéaste que tu affectionnes? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, explique-nous pourquoi. Non, bah après Scorsese, c'est surtout que c'est aussi un de mes premiers souvenirs de cinéma. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, le premier film de Scorsese que j'ai vu qui passait sur Canal+, c'était Aviator. Ouais. Voilà, c'était la première fois que j'ai vu un film de Scorsese. Pardon de couper, je l'ai découvert hier. Ah oui, justement. Et finalement, il est génial aussi. C'est virtuose. Bien sûr que c'est virtuose. Voilà. Mais donc dans l'idée, c'est le premier que j'ai vu et à l'époque, j'avais pas conscience. C'était juste parce que c'était un film avec DiCaprio. Et le jour, je crois, où j'ai découvert Scorsese dans toute sa splendeur, c'est un moment où ils ont passé Taxi Driver sur CanalSat. Ils avaient passé Taxi Driver, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni? Et je l'ai revu une deuxième fois, je crois, le lendemain d'ailleurs, quand il est repassé. Et ce film, pour moi, maintenant, Taxi Driver, ça reste pour moi le plus gros film de Scorsese qui ait jamais existé, quoi. Après, à nuancer, bien sûr. À nuancer, mais pour moi, en tout cas, pour moi, ouais. Si Marie-Reine, je me souviens, parce que Marie-Reine, je pense que Scorsese fait aussi partie pour toi de tes cinéastes de chevet, non? Alors c'est un cinéaste que j'ai connu plutôt tardivement en l'occurrence avec Shutter Island, donc qui date de 2010, mais je l'ai vu plutôt après. En fait c'est un cinéaste que je ne connais que depuis, honnêtement, et vous allez me cracher dessus, depuis 8 ans peut-être. Ouais non, on te pardonne. Quelque chose comme ça, mais j'ai eu bien le temps de me replonger dans sa filmographie depuis. Et de base en fait mon préféré reste indéniablement Shutter Island, très certainement à cause de la prestation de Leonardo DiCaprio que je déteste de base, mais que j'aime énormément dans ce film. Et certainement à cause de l'ambiance du huis clos, mais je rejoins pas mal Erwan sur l'idée de Taxi Driver comme peut-être très grand film de Scorsese, effectivement. Ouais. Alors aujourd'hui on parle de The Irishman, mais on reviendra sur pourquoi Shutter Island est au final peut-être un film un peu méprisé de son auteur. On reviendra sur ça tout à l'heure parce que c'est une question quand même qui m'intéresse. Et toi Dorian, quelle a été ta première découverte avec Scorsese? Quel a été ton premier choc? Alors je vais rejoindre Erwan, moi c'était Aviator aussi, quand j'étais vraiment jeune quand je l'ai vu et ce film m'avait vraiment secoué. Et je crois que vous allez me juger, mais il me semble que Hugo Cabret c'est un de ses films. Bien sûr. J'ai toujours un doute sur ça. Et j'avais été le voir au cinéma avec ma famille, je savais pas que c'était un Scorsese. Et vraiment, le film m'a fait découvrir une histoire du cinéma que je trouvais totalement folle, avec Méliès, le début des effets spéciaux, tout ça. Et après, donc mon père me montrait souvent des films de gangsters, ce genre de choses. Du coup, donc Les Affranchis, Gangs of New York. Désolé pour l'accent anglais. Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, Scorsese, ça a toujours été un espèce de cinéma de chevet, et surtout d'enfance, même si c'est bizarrement dit comme ça, parce que c'est contradictoire avec toute la violence de ses films et surtout le côté très chute libre de son cinéma qui vraiment il a un côté où ses films augmentent en pression et en pouvoir, et à la fin c'est vraiment une chute libre du personnage qui perd tout à la fin du film. Donc moi Scorsese c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur depuis toujours. C'est intéressant ce qu'on vient de dire. Nous, on se rend compte que du coup, autour de la table, on est plus la génération deuxième partie avec Scorsese, le duo Scorsese-DiCaprio. Et là, aujourd'hui, donc tu l'as dit, toi, c'est ton père, du coup, plus porté sur les films de mafia. Lui connaissait tous Les Affranchis, Casino, peut-être Mean Street aussi. Et là, aujourd'hui, Scorsese renoue, je dirais même pas renoue, mais en tout cas replonge dans le crime organisé. Et surtout, c'est la retrouvaille Joe Pesci, De Niro, Keitel, Scorsese. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a fait, mes amis? Erwan, tu veux débuter?
Bah honnêtement c'est juste un des plus gros rêves je pense qu'on peut avoir encore une dernière fois au cinéma quoi, parce que déjà De Niro pas au cinéma, attention, pas au cinéma oui mais dans les films disons. Alors je veux dire non, tu prends déjà De Niro, Scorsese, c'est déjà un retour de génie, de coller en plus Al Pacino dedans qui pour le coup première collaboration avec Scorsese ouais, et puis quand on a pris De Niro et Al Pacino ensemble c'est toujours du génie l'un face à l'autre. Enfin, l'un avec l'autre et l'un face à l'autre en même temps. Et ouais, Joe Pesci qui revient, même qui sort de sa retraite juste pour ce film. Enfin, je trouve ça, fantastique, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé vraiment Joe Pesci dans ce film magnifique. Vraiment, c'est des acteurs, ce sont des monstres. Et là, ils sont sublimés, quoi. Et Al Pacino, comme tu disais, pour moi, l'un des rôles les plus intéressants du film, vu qu'il incarne vraiment une figure de la corruption des syndicats qui est disparue en 1975, normalement de manière mystérieuse, ce que Scorsese va éclaircir, alerte au spoiler, hein. Erwan. Bah après c'est surtout que pour moi Al Pacino c'est celui qui se débrouille le mieux dans ce film. Honnêtement ouais, je trouve, parce que Al Pacino, je veux dire, dès qu'il apparaît dans les scènes, je trouve qu'il vole tout. C'est la scène surtout, spoil aussi un peu, hein, mais la scène où il va parler avec Buffalino, où il demande en gros d'arrêter par rapport aux pensions, etc. Et qu'il se met à s'énerver pendant la remise de prix de Frank Sheeran. Pendant l'anniversaire de Frank Sheeran, une des meilleures scènes, une des scènes les plus délicieuses du film, où tout passe par les dialogues. On a d'un côté des dialogues entre deux mafieux, dialogue De Niro qui fait l'intermède. C'est vrai que c'est une bonne scène où on jongle entre différents jeux de pouvoir. Et pour le coup, en fait, sur celle-là, en fait, tu vois que Al Pacino, je trouve. Al Pacino, dans ce film, c'est... il vole la vedette aux autres, je trouve. Honnêtement, s'il y avait, par exemple, s'il devait recevoir un prix, dans le film, si quelqu'un devait recevoir un prix, pour moi, ce serait Al Pacino de très très loin, quoi. Marianne, tu es plus nuancée sur la performance d'Al Pacino ? Alors non, pas spécialement, mais je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, Erwan, au sujet de Al Pacino. Il y a un côté très touchant dans la réception justement du personnage, dans la mesure où c'était un acteur qui devrait normalement jouer Les Affranchis et qui a été du coup, qui a finalement refusé le casting en l'occurrence. Donc on peut presque parier de retrouvailles, mais pas tout à fait, dans la mesure où finalement il a refusé, mais il arrive, il débarque littéralement, disons-le clairement, 20 ans après, quoi. Par contre, là où je nuance ton propos, si je devais décerner une palme, moi personnellement, ce serait Joe Pesci. Clairement. Joe Pesci en papy gâteux, à un moment dans le film, c'est une des meilleures scènes aussi pour moi. De le voir dans ces espèces de prisons complètement gâteux. Un film d'ailleurs qui m'a plutôt impressionné sur sa vieillesse, mais j'y reviendrai après parce que tu voulais faire une petite remarque, Dorian. Je rejoins encore Erwan sur la performance de Al Pacino. Quand il est là, il s'énerve contre c'est des syndicalistes aussi, je crois, qui sont avec lui. Il crève l'écran, vraiment. Il a ce côté en mode il explose et il a vraiment une grande gueule qui est ouf. Mais j'aimerais aussi, je sais pas si je vais faire débat auprès de vous, je trouve que la technologie de rajeunissement sur De Niro ne fonctionne pas très bien au début et qui a fait un petit choc. Et c'est vraiment ce qui m'a refroidi la première heure. Parce qu'en fait, physiquement, c'est là, c'est vraiment impressionnant et tout. C'est l'une des meilleures technologies qu'on voit vraiment physiquement avec Samuel Jackson qu'on avait vu dans Captain Marvel, qui est là, qui est complètement folle. On peut dire ce qu'on veut de Marvel, mais sur ça, ils ont vraiment géré. Et en fait, c'est que De Niro est très bien jeune et tout. C'est que le problème, il se comporte comme un vieux alors qu'il est jeune. Notamment la scène où il tabasse celui qui a touché sa fille ou je sais plus quoi, qui a fait chier sa fille, pardon pour les vulgarités. Et du coup, ouais, cette scène m'a mis un peu là, tu vois, je me suis un petit peu sorti du film, mais après... je suis d'accord que cette scène a vraiment, moi... monstrueuse, la seule unique scène de violence, parce qu'au final ce film m'a impressionné par rapport aux autres films de Scorsese. Il n'y a pas la violence qu'on avait pour moi là dans ce film. Voilà, Scorsese il a troqué son rouge convulsif qu'on connaît si bien dans ses films pour un bleu froid et métallique qu'on retrouve d'ailleurs dans les yeux de De Niro. Ouais, mais il y en a aussi comme de la violence, par exemple le scène où ils foutent le corps dans le hachoir là, tu vois les bouts qui volent. Justement ça part de là, justement tu vois tout le rouge déjà qui apparaît et après c'est quand même assez violent aussi comme acte. Ouais, et puis même aussi ils étranglent, le mec étrangle lentement le mec dans la voiture qui roule comme ça et en plus il change la musique, t'as toujours cet humour noir qui vraiment tape à l'œil et tout. Et pour revenir sur la violence, t'as la scène où il prend 2 guns et il va shooter je sais plus comment, Joe je crois il s'appelle, quelque chose comme ça. Cette scène m'a vraiment impressionné et là je me suis dit en fait le De Niro un peu plus vieux est super charismatique et il arrive à te lâcher des performances en termes de scènes d'action et tout qui est super impressionnante. En fait il est très froid, très rapide à la fois, très méticuleux et t'es juste, c'est un petit moment, c'est une petite minute où t'es vraiment ton souffle est coupé pendant le film quoi. Et le film vraiment explose par certains moments parce qu'il y a des scènes
où ça s'envole vraiment dans des scènes qui vont devenir cultes dans le panthéon du cinéma. Genre, Ah ouais, à ce point-là, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est le The Irishman, c'est une heure qui pose bien les bases du film et tout. Mais après, pour moi, ça reste une grosse pépite. Je dirais pas jusqu'à un chef-d'œuvre parce qu'il a quand même des petits défauts. Mais vraiment, moi, je lui donne tout pour les Oscars, s'il y va. On reviendra sur les défauts du film, car le film, bien sûr, n'est pas exempt de défauts. Mais moi, je suis d'accord que De Niro, déjà, dedans, ça fait plaisir de voir cette redécouverte. Et il confirme vraiment que c'est lui qui restera à jamais l'alter ego de Marty. Un espèce de gars vieillissant qui s'interroge sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait. Des artistes-auteurs, toujours remplis d'une énergie, d'une vitalité impressionnante. Et en ça, ils se rejoignent parfaitement. Et je vais revenir sur la violence du film, qui est quand même très différente, parce que justement, j'ai trouvé beaucoup plus hors-champ et moins jouissive, moins explosive que dans les films précédents de Scorsese. Voilà, Scorsese a le mérite de ne pas faire un remake de ses précédents opus. On n'est pas dans un espèce de Casino 2 ou des Affranchis 2. C'est totalement différent ici. Le rythme est beaucoup plus démonstratif, moins admiratif, moins euphorisant. Et je dirais du coup que c'est moins essoufflant. On est plus dans le concret. Il y a une espèce d'ironie, de touche d'humour noir beaucoup plus cocasse. C'est long, détaillé. Et cette longueur d'ailleurs se mérite, parce qu'on le rappelle, 3h30 de film. D'ailleurs, beaucoup de gens ont reproché sa durée. Je trouve que on est d'accord, c'est un argument qui n'est pas du tout valide. Non, il n'est pas valide dans la mesure où, si on regarde de très près la filmographie de Scorsese, déjà la plupart de ses films durent entre 2h et 2h30. Je regarde Le Loup de Wall Street dure à lui tout seul 3 heures, ainsi que Casino, donc j'ai envie de dire, rendu à ce stade, enfin on n'est plus à une demi-heure près quoi en l'occurrence. D'autant plus que le générique de fin met 10 minutes, c'est peut-être là qu'on voit le plus l'étirement du temps, mais non, c'est pas forcément un argument très valable en tout cas, ça c'est certain. Puis il y a plein de chefs-d'œuvre qui durent 3h30, enfin le Parrain 2, je vais pas dire, il dure presque 3h30, 3h25 précisément, et ça reste un chef-d'œuvre et ça change rien quoi. Donc, Non, effectivement, et puis de toute façon personne n'a délimité à la durée d'un film au cinéma de base, à part notre vessie bien sûr. Mais sinon, mais c'est vrai que c'est important cet étirement du temps, parce qu'on est d'accord, on est sur un testament. Pour moi, c'est un film testament sur testament nuancé bien sûr. Marianne, je vois que tu t'excites sur ta chaise, mais j'ai aimé ce rapport à la vieillesse. Vous voyez, on est sur une espèce de, pour moi, je retiendrai à jamais ce dernier plan de film, de porte entrouverte après une rédemption impossible, quelque chose bien sûr très scorsésien, mais qui était plus suggéré dans ses anciens films où on voyait des vieux pontes vieillissants qui se plaignaient d'être trouvés pour ce métier. Et là, on est clairement là-dedans. On est dans des vieux gâteux qui ont rouillé, quoi, et qui sont au final plus, je dirais pas plus monstrueux, mais on montre un déclin, le déclin d'une vieillesse, une peur d'une vieillesse qui échappait un peu dans le cinéma de Scorsese et qui là est clairement dévoilé. Erwan, tu voulais dire? Ouais, non, c'est juste petit clin d'œil, ça me fait penser justement. Ce dernier plan, je sais pas si ça vous fait penser à autre chose. Un gros film aussi. Le Parrain. Voilà, exactement. C'est là où tu fais tout le parallèle, quoi, je trouve ça, parce que c'est la même histoire finalement, le Parrain, en fait, quand il réfléchit. C'est l'histoire d'histoire anthologique. D'un homme qui se retrouve seul sur une famille. Jusqu'à sa rédemption. Tous les films de Scorsese sont basés aussi là-dessus. Ouais, mais là, la rédemption est impossible dans ce film. D'impossible dans le Parrain, mais... Marianne, d'ailleurs, tu voulais nuancer cette idée de film testament. Oui, tout à fait. Alors justement, avant de regarder le film, j'ai lu 2-3 critiques, chose que je ne fais jamais, je lis jamais de critiques en l'occurrence. Effectivement, tout de suite, j'ai tiqué sur ce que disent le plus les critiques, à savoir lorsqu'ils parlent de film testamentaire. Testamentaire, à mon sens, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que c'est la fin, d'une part, et ça veut dire d'autre part qu'on laisse une forme d'héritage. Or, il ne me semble pas que ce soit la fin, dans la mesure où déjà Martin Scorsese n'est pas mort. Pour information, il prévoit notamment la sortie de Killers of the Flower Moon en 2020. Il y a aussi son projet Roosevelt, qui est actuellement soit en cours de tournage, soit de post-prod. Je ne sais plus exactement où ils en sont, mais en tout cas, il y a un projet qui est en cours. Et est-ce qu'il s'agit d'un testament, autrement dit d'un héritage à léguer? Je pense qu'en fait, le film est moins testamentaire que crépusculaire, c'est-à-dire que le but, quelque part, en fait, et c'est peut-être ce qui fait la singularité de ce film, c'est non pas en fait d'annoncer en fait ce film quelque part annonce la fin d'un genre, à savoir le film de gangster, mais paradoxalement en fait le genre il est déjà mort depuis très précisément 1940. On assiste en fait quelque part à une double mort du genre, chose tout à fait paradoxale, ce qui implique en même temps qu'on est obligé de réfléchir sur le fait que Martin Scorsese a fait du film de gangster, non pas une résurrection dans les années 70-80, mais plus précisément une réminiscence. C'est pour ça que je pense qu'il faut parler de film crépusculaire, mais doublement crépusculaire, et c'est ça qui est étrange,
plutôt que de films testamentaires, ce qui équivaudrait à dire que Martin Scorsese il a fini de tourner et Martin Scorsese est mort, vive Martin Scorsese quoi. Ouais, on est d'accord sur ça, mais en tout cas c'est un bel adieu de Scorsese au genre qu'il a élevé au rang de réal populaire. Voilà. C'est pour moi aussi la plus belle conclusion d'un cycle qu'il pouvait faire sur ce genre, même de pas reproduire, de pas faire un remake de ce qu'il a fait. Et puis c'est intéressant si cette réflexion un peu pessimiste certes qu'il fait sur l'avenir, il utilise quand même des technologies modernes, récentes qui sont considéré pour être l'avenir, le de-aging, et lui au final il utilise ces choses modernes pour parler de mecs vieillissants. C'est intéressant ce contraste, je trouve, de parler de mort avec ce qui est censé être l'avenir, comme si au final il ne croyait pas grand chose dans l'avenir. D'ailleurs ça se confirme avec ses propos contre Marvel. Tu voulais rajouter quelque chose, mon petit Dorian ? Moi je dirais plus que c'est un film phobique. Scorsese est un être d'angoisse existentielle de toute façon. Bah ouais, mais surtout la phobie de vieillir qui est vraiment à la fin, la dernière demi-heure est juste triste à s'en mettre une balle. Je sais pas pour vous, mais vraiment... pour moi, vieillir, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Je sais pas si c'est votre cas, mais dans ce film, t'as pas du tout envie de vieillir. Le moment où De Niro, a son espèce d'arthrose et tombe là dans le couloir et tout, t'es là, mais putain, t'as pas du tout envie de finir comme ça et tout. Et au final, quand les mecs du FBI viennent l'interroger et qui dit bah je balancerai plus les noms, et les gars disent bah non, enfin tout le monde est mort, ça sert à rien, vous pouvez raconter votre histoire. Et voilà quoi, on sent que Scorsese a quelque chose à dire en mode. Je suis en train de vieillir, je sais pas ce que je vais laisser derrière moi et je sais ce que je vais laisser derrière moi et je sais pas ce que je vais faire à l'avenir quoi. C'est surtout je pense qu'il a une certaine peur de mourir dans les années à venir et de pas pouvoir concrétiser à fond son cinéma même s'il est déjà en post-production ou en réalisation d'autres projets comme tu l'as dit. Mais voilà, c'est vraiment tu ressens pendant tout le film que De Niro attend juste sa mort lentement. Et seul, et vraiment, c'est quelque chose qui transpire dans le film, c'est être seul, quoi. Et mourir seul et vieux, quoi. Ouais, il a plus peur de cette solitude. Je pense pas qu'il ait peur de la vieillesse. C'est une peur qu'il a souvent traversée dans son cinéma, qui était plus en germe, qui était un peu enfouie sous ses autres peurs plus existentielles. Mais là, j'ai même plus l'impression qu'on est sur une acceptation de la vieillesse. Il y a une conscience de lui qu'un cinéma est en train de se terminer, que des formes nouvelles apparaissent. Et je pense que ce qui va plus tracasser Scorsese, c'est quelle place va-t-il avoir dans ce nouvel Hollywood, quoi. Enfin, dans cette nouvelle avenir d'Hollywood, s'il existe encore un Hollywood. Justement, au sujet de non seulement de la vieillesse, mais de la violence dont on parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, finalement, c'est la violence de la mort, de la vieillesse face à l'organicité du corps elle-même. Moi, il y a une scène qui m'a complètement bouleversée, tellement on est proche même du cynisme. C'est le moment où De Niro explique que lorsqu'on va tuer quelqu'un au restaurant, il faut d'abord passer aux toilettes pour vérifier d'une part si on est suivi par un autre potentiel tueur, donc scène d'action, et d'autre part, et c'est là que ça devient vraiment grave, il précise qu'il faut y aller pour se soulager, pour faire pipi, pour pisser, comme c'est dit explicitement dans les sous-titres, parce qu'après on est gêné. Autrement dit, vous avez De Niro, 76 ans, qui est clairement en train de vous dire « Bah ouais, j'ai 76 ans, j'ai mes problèmes de prostate, donc clairement, oui, il faut aller faire pipi avant, sinon on est dans la merde, quoi, littéralement. » Et il y a cette violence, justement, qui se dégage vis-à-vis, en fait, de la vieillesse. Et pas tant vis-à-vis des corps à tuer, à abattre, bien sûr, si... à coup de revolver, mais on est bien loin des grandes séquences où De Niro, dans une sorte de pseudo-chorégraphie, frappait tous ses adversaires, quoi. Oui, c'est sûr que ça change. On va tout de suite s'écouter un mash-up de Scorsese préparé par mes soins, mais avant tout ça, voilà, on va retenir quand même que The Irishman, c'est une fresque mafieuse, historique et humaine, dans lequel Scorsese fait un constat, c'est-à-dire qu'il y a quand même un regard vers l'arrière, vers le passé, pour au final nous faire mieux réfléchir sur notre présent. C'est un récit sur la vieillesse, sur le temps perdu, sur la solitude et les choix difficiles, comme ce que tout le monde a dit autour de la table, et surtout les conséquences de nos actes. Bref, moi je pense que là c'était le meilleur cadeau que Scorsese pouvait offrir à ses acteurs, notamment De Niro et Joe Pesci. Maintenant on peut se demander que reste-t-il de tout cela? Des légendes, des vieux croutons vieillissants qui portent derrière eux beaucoup d'erreurs, beaucoup d'histoires, beaucoup de réponses qui seront enfouies avec eux. Et ce Scorsese-là, ce dernier Scorsese, The Irishman, malgré du coup des effets spéciaux d'une artificialité quand même dérangeante, eh bien sonne terriblement juste. J'ai toujours rêvé d'être gangster. Come on, motherfucker! My big shot! Come on. I don't have the guts. Come on, asshole. Come over here. I'll put this in your ass. Hey, asshole! This is for you, asshole! Watch it! You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
the feeling begins. Very tender, very loving. Then the pain starts. Claws slip underneath the skin and tear their way up. Just before they reach my eyes, they dig in. Who the hell else are you talking? Talking to me? Toi, tu me flanques dehors? J'espère que t'as une armée derrière toi, mon pote. Tu veux que je me casse de chez moi, la queue entre les jambes? On my challenge, by the ancient laws of combat, we are met at this chosen ground to settle for good and all. Who holds sway over the 5 points? Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it? Un rendez-vous au milieu du désert, ça m'a toujours rendu nerveux. C'est sinistre. Je suis au courant des trous dans le désert, évidemment. Et partout où je regardais, il y aurait pu y avoir un trou. You soft Fitz, when I tell you to dump a body in the marsh, you dump him in the marsh. Not where some guy from John Hancock goes every Thursday to get a fucking blowjob! This ain't reality TV! Vous avez déjà vu le visage d'une femme après un coup de 44? C'est... Oh, ça lui bousille la gueule. Stuck on this. Vous avez déjà vu dans quel état s'allume le con? Oh, faut le voir. Oh, faut le voir, un bon coup de Magnum 44 dans le con d'une femme, faut le voir. Je sais, vous devez penser que je suis enfin... Bref, vous pensez que je suis un peu cinglé sur les bords. Oui, vous pensez que je suis cinglé. C'est ça? Vous pensez que je suis cinglé? On ne mettra pas de l'idée que vous me prenez pour un cinglé. Vous me trouvez cinglé? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Martin Scorsese, le dernier survivant du nouvel Hollywood, un perfectionniste minutieux, obsédé par le moindre détail, quelqu'un qui vit et qui respire le cinéma par tous les pores de sa peau. La mise en scène de son monde, fantasmée et démesurée. Est-ce qu'il révèle la vérité ou est-ce qu'il l'institue en spectacle? On ne sait pas, mais Scorsese c'est quoi? Scorsese c'est la famille, c'est la communauté, son quartier de l'Italie, la violence de la rue, ses addictions, la fureur du rock et les vertiges du show business. Et on vient d'ailleurs de s'entendre dans le petit mashup la belle conclusion de Shutter Island. Faut-il vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Et là je me tourne vers toi Marie-Reine parce que c'est quand même un de tes films de chevet, Shutter Island. Pourquoi penses-tu que ce film de Scorsese est en quelque sorte méprisé? Alors, je pense qu'il est méprisé parce que j'entends les universitaires le mépriser déjà. Saleté d'universitaire. Je ne vais pas citer de nom, bien sûr, surtout ici. Mais oui, c'est un film, il me semble, qui est méprisé, qui n'est pas jugé à la hauteur de sa performance d'une manière générale. Là, je pense notamment à la performance au-delà de Leonardo DiCaprio, donc que je n'aime pas, comme j'ai déjà dit. Je pense à celle de Mark Ruffalo, qui joue le rôle de son acolyte, qui est absolument exceptionnel. Bien souvent, on reproche aux effets spéciaux de ce film de ne pas être à la hauteur, mais je pense que c'est le but, puisqu'on est dans l'univers mental d'un fou, littéralement, de A à Z. Donc je pense que si j'apprécie autant ce film, c'est très certainement par compassion, justement, parce qu'il n'est pas assez apprécié à mon sens. Et par attachement de découverte cinéphilique juvénile. Exactement, et par attachement de découverte, puisque c'est clairement mon premier Scorsese, oui. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Dorian, en parlant de The Irishman, comme quoi du coup voilà, c'est un biopic, on connaît la passion de Scorsese pour les biopics, avec cette idée d'ascension, de chute, ça c'est le schéma scorsésien par excellence, parce que Scorsese, ce qui l'intéresse c'est quoi? C'est déjà il a une grande passion pour ses personnages, et surtout pour les trajets qui vont être traversés de doute, de culpabilité. On pense bien sûr à Aviator, mon cher Erwan. Ascension, jouissance, décadence et punition, c'est vraiment le chemin scorsésien par excellence. Et dans The Irishman, pour revenir, parce que voilà, Scorsese, il y a toujours cette idée de vitesse, de trajet, on va vers quelque part, on monte, on descend, tout s'emballe.
j'ai pas vraiment retrouvé ça, moi, personnellement, dans The Irishman. J'ai l'impression que au lieu que ce soit si vertical, c'est même plutôt horizontal, j'ai eu l'impression. Est-ce que vous avez eu cette impression? T'as pas l'air de me rejoindre. Quand je vois tes yeux ouverts comme ça. Moi, je te rejoins totalement. Moi, je te rejoins pas du tout, en vrai, parce que t'as l'ascension, justement, en fait, Frank Sherman, pardon, il a son. Comment dire, il avance, enfin, tu sais, il a son ascension dans la mafia. Au bout d'un moment, il arrive au point culminant quand il est avec Joe Pesci, etc. Et à partir du moment où, Jimmy Hoffa part en vrille, c'est lui en fait en même temps qui en fait décline aussi parce que il se rend compte qu'il vieillit, il se rend compte que sa fille lui parle pas, il commence à redescendre un peu et à la fin en parlant justement en racontant toute son histoire, c'est là sa rédemption en fait en gros, c'est de se dire en fait il n'y a pas de rédemption à la fin pour moi, il n'y a pas de rédemption dans ce film. Non, du coup lui il cherche sa rédemption, tu vois, en racontant son histoire, c'est pas pour autant que toi tu vas mettre sa rédemption, mais en fait lui en fait ça lui permet de partir en paix parce qu'il a pu enfin dire ce qu'il avait fait à son meilleur ami en fait. Pour moi la vitesse est plus illusoire dans ce film, il y a vraiment pas cette ascension et cette chute comme on peut avoir. J'ai l'impression que le personnage est au contraire très passif. Il y a un peu de Travis Bickle du coup dans cette espèce de... Il est là, il fait ce qu'il a à faire, il voit ça comme un petit job, il n'est pas vraiment de la mafia vu que c'est The Irishman, il est pas intégré complètement à la communauté et même à sa propre famille finalement, vu que sa fille va carrément couper les ponts avec lui. À la fin il finit seul, mais toujours accroché à son serment. Du coup moi je suis moins d'accord sur cette idée d'ascension scorsésienne. J'ai vraiment l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus horizontal, et tu me rejoins d'ailleurs sur ça, Dorian. Oui, parce que surtout, en fait, un truc qu'il faut pas oublier pendant tout le film, c'est qu'il fait toujours le même travail, c'est-à-dire homme de main. Et donc, au final, son dernier job, c'est quoi? C'est de tuer Jimmy Hoffa. Et il repeint des maisons. Et ouais, voilà, il repeint des maisons, et c'est ce qu'il fait pendant tout le film. Ouais. Et de A à Z, il fera toujours ça toute sa vie, tu vois. Enfin, du coup, sauf à la retraite, parce qu'il est trop vieux, mais au final, c'est... On le voit vraiment jamais en mode ascension. Moi, je te parle en termes de pouvoir, de prise de décision, parce que il est toujours, en fait, niveau richesse, niveau entourage et tout, il s'élève, mais niveau job, quoi. Clairement, c'est toujours un homme de main qu'on lui demande. Il y a un de ses amis qui déconne, on lui demande d'aller le buter, quoi. Et c'est ça. Pour moi, il y a pas vraiment d'ascension et il y aura jamais de rédemption, parce que on lui a dit de faire ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait et il n'y a pas besoin de rédemption pour moi de ce côté-là. On n'est pas sur une dépense jouissive, je trouve. Mais après, une ascension, pourquoi ce serait forcément une ascension dans le monde de la mafia et pourquoi pas une ascension en tant que lui, en fait, il s'affirme aussi, parce qu'il commence, il vend juste de la viande, disons, et finalement, en fait, après, il rentre avec Buffalino, à fur et à mesure il commence à monter, à un moment il va protéger Jimmy Hoffa qui est quand même le mec qui était menacé comme le plus dangereux entre guillemets à l'époque. Finalement c'est comme une ascension dans la protection des gens. Et il va aller de plus en plus loin quand même pour le protéger aussi, quoi. Finalement il y a une ascension dans ce qu'il va faire en fait aussi. C'est pas obligé que l'ascension, puis je pense que l'ascension aussi on n'a pas l'impression de l'avoir, dans le sens où le film dure 3h30, qu'il a un montage beaucoup moins cocaïné justement que ses autres films, et que ils vieillissent aussi, c'est peut-être les acteurs aussi, tu vois, il y a tout ça. Et puis en fait le but c'est ni plus ni moins que de raconter aussi l'histoire de l'évolution de l'Amérique. C'est ça, ils ont une figure de témoin dans ce film. Enfin, surtout le personnage de Jimmy Hoffa, c'est quelqu'un qui évolue à travers une histoire de l'Amérique et qui la regarde sans y participer forcément, qui y participe de manière un peu... Mais ils ont une ascension à leur niveau en fait, c'est ça que je voulais dire du coup. Eh bien, moi je respecte ta thèse, tu as sûrement raison et on a sûrement... Non mais après j'ai peut-être tort aussi. Marie-Reine ? Non, je voulais revenir sur cette idée d'ascension, effectivement. Je pense qu'il ne s'agit pas tant d'une ascension en elle-même que d'une réussite. Et cette réussite, en fait, elle est liée à la reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, finalement, il va faire plus ou moins le même type de job à partir du moment où il rentre dans la mafia. Et la réalité, c'est que le climax, le point culminant de l'ascension, c'est la remise de cette fameuse bague par Joe Pesci, qui devient en fait le germe entre les trois temporalités qui vont se créer pendant tout le film. Et à la fin, justement, il y a au moment où on voit pour la dernière fois Frank Sheeran, il y a ce plan très beau, on le voit assis donc, dans son fauteuil roulant, avec sa perfusion qui est scotchée très précisément, en réalité, à l'endroit quasiment où se trouve sa bague. Et il y a cet effet de pansement. C'est pour cette bague, en fait, finalement, qu'il s'est battu. C'est pour sa reconnaissance dans un peuple dans lequel il ne peut pas s'intégrer, puisqu'effectivement, il est irlandais, et dans la mafia, il faut être exclusivement 100% italien. Et je pense que c'est davantage là, et d'autre part, sur l'idée de rédemption. Est-ce qu'il y a rédemption ou pas? Je pense pas que ce soit le plus important, en fait, en réalité. Est-ce qu'on va pardonner au personnage ou pas? C'est peut-être pas ça le... Est-ce qu'il est si malheureux que ça, finalement, à la fin? Je pense qu'il est triste pour sa fille, mais pour lui, je pense qu'il a réussi sa vie. Il a toujours été comme ça sa dans fille le est film. vivante, sa fille est vivante, il l'a quand même protégée contre les ennemis. Ok, il n'a pas l'amour de sa fille, mais aujourd'hui, elle est...
En tout cas, elle a l'air d'être en sécurité. C'est un peu une question qui, à mon avis, traverse aussi ce film. Mais je pense que c'est surtout en fait une boucle qui se boucle justement avec les toutes premières paroles de Mean Streets dans lesquelles Charlie déclare « C'est pas à l'église qu'on se fait pardonner ses péchés, c'est dans la rue, c'est chez soi ». Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, Frank Sheeran ne veut pas être pardonné à l'église. Il accepte de se confesser et de confesser en fait par la même occasion ses péchés à la maison de retraite, d'une part, devant la caméra, d'autre part. Il ne s'agit pas de se faire pardonner ses péchés à l'église, il ne s'agit pas d'une rédemption. Il s'agit juste de faire en sorte que l'œil caméra puisse capter en fait toutes ces images, tout simplement. D'ailleurs, Jimmy Hoffa qui ne regrette rien, au final, ça aussi, ça reste quand même très intéressant, je trouve. Ouais. Et, surtout, alors moi je voulais dire pour le truc de la bague. En fait, oui, on lui reconnaît un certain mérite, parce qu'on le place vraiment très haut enfin très haut. On le place très haut dans l'échelle de la mafia. Sauf qu'au final, il n'a pas du tout de reconnaissance à partir du moment où on lui demande de tuer l'un de ses meilleurs amis. Donc quelqu'un qu'il aime bien, de lui mentir, de le trahir, et vraiment quand il le descend froidement, vraiment. Lâchement même. Ouais, lâchement par derrière. Et du coup, après, en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce d'apogée, mais du coup pas en termes de travail, mais plus en termes de reconnaissance, mais qu'au final, à la fin de sa reconnaissance, elle est balayée d'une parole de Russ qui lui dit d'assassiner son meilleur ami, et en mode tu seras toujours un homme de main, et on t'a pris parce que t'étais un homme de main, et tu resteras un homme de main toute ta vie. Ouais, mais un homme de main qui finit intégré, ça c'est important, cette histoire d'intégration dans une communauté. Déjà, ça rejoint à la vie personnelle de Martin Scorsese qui, en grandissant à Little Italy, jeune immigré italo-américain, a toujours eu c'est quelque chose qui a d'ailleurs traversé sa filmo, c'est cette question de l'intégration, même lui, sa propre place dans le nouvel Hollywood. Est-ce qu'il il en fait partie, d'un côté il était quand même totalement différent, et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui le fait que ce soit l'un des seuls aujourd'hui à faire des gros films, comparé à Coppola, non, à part Spielberg bien sûr, mais je trouve qu'il y a cette place justement à part de Scorsese, comme s'il prouvait qu'il avait dû faire des sacrifices, des choix, qu'il culpabilisait un peu, mais que c'est ces choix qui l'ont amené ici et qu'aujourd'hui il est encore vivant, quoi. Après, non, moi c'était surtout pour revenir sur ce que disait Dorian, sur le fait que quand on lui dit d'assassiner Jimmy Hoffa, il le fait, mais en même temps, qu'on lui met pas de reconnaissance parce qu'il a assassiné son meilleur ami. Mais en même temps, en fait, il l'assassine parce qu'il doit le faire, en fait. Parce qu'il sait que même lui, ça devient dangereux, donc il sait qu'il doit l'assassiner quoi qu'il arrive. Oui, mais au final, le fait de l'assassiner, ça l'a foutu en prison. Parce qu'à la fin, avec Russ, ils se regardent en prison et ils se disent on n'aurait pas dû l'assassiner. Non, parce qu'en fait, c'est pas pour ça qu'il se fait enfermer finalement. C'est vrai, mais c'est ce qui a mis la puce à l'oreille aux policiers, du coup. Ouais, voilà, mais finalement, au pire, même ils sont en prison, et en prison, ils sont même pas malheureux, les mecs, quoi. Ouais, ces gars, ils sont même pas malheureux, au contraire. Ouais. Ils s'éclatent plutôt bien, quoi. Enfin, je veux dire. Mais même quand Jimmy Hoffa est en prison, la scène avec la glace qui est totalement. Enfin, moi, perso, ça m'a fait mourir de rire quand ils se foutent sur la gueule, les deux là. Ouais, non, c'est vrai. Comme tu disais, l'espèce de papy gâteux en prison, extrêmement cool à voir. Et puis une partie de pétanque contre Joe Pesci et De Niro, quand même. Surtout. Quand même. On va revenir sur les défauts du film pour conclure sur The Irishman, parce que comme on disait, le film n'est pas exempt de défauts, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le rajeunissement numérique qui a en tout cas été l'un des plus gros problèmes. Qui veut commencer sur ça? Erwan, lâche-toi, fais-toi plaisir. Non, alors du coup, en fait, cette histoire de rajeunissement numérique, c'est vrai que quand on regarde De Niro, ça passe pas du tout quand il est jeune, mais en même temps aussi je me suis dit c'est parce qu'on connaît De Niro jeune, on a vu à quoi il ressemblait. C'est ça aussi le problème, par exemple, pour des jeunes qui regarderaient le film maintenant et qui n'ont jamais vu de film de Scorsese avec De Niro jeune avant, en fait ça va pas leur sembler choquant parce que finalement il fait assez ressemblant, c'est juste que on s'y habitue vite, j'avoue qu'il faut du temps, mais c'est parce qu'on connaît vite. Parce qu'on sait que quand il était jeune il était pas aussi rond que ça, qu'il avait le visage un peu plus fin, que voilà, on a tous l'image de Taxi Driver, je pense aussi, et voilà quoi. C'est pour ça aussi. Après, si ça avait été si on regarde avec un œil d'une personne qui a 16 ans maintenant, qui a jamais vu de film de Scorsese, ça change tout, je pense. Après je peux être rosant. L'un des problèmes aussi, est-ce que vous pensez que ce film aurait mérité une sortie en salle? Clairement. Oui. De préférence. Absolument. Oui, de préférence. Vous avez été dégoûté de le voir sur votre écran d'ordinateur? Même pas. Alors non, quand même. Alors, pas moi. Qui veut commencer? Qui veut, ouais. Allez-y, débattez-vous. En fait, du coup, on va en parler un peu tout à l'heure de Netflix et tout ça. Mais un truc qui me manque vraiment quand je vais au cinéma, je suis un fumeur, donc voilà. Et j'aime bien fumer des clopes devant les films. Ça a l'air totalement déconnecté, mais je vous jure que je vais faire un rapprochement. En fait, pour moi, les films de gangsters, tout ce qui est en mode Peaky Blinders, trucs de western et tout, ça,
Il faut vraiment que je fume ma clope devant et tout. Et le fait Attention, on ne fait pas l'apologie du tabac dans cette émission. Non, pas du tout. Ne fumez pas, les gens, ne fumez pas, vraiment. Mais je veux dire que, enfin voilà, c'est même tu peux consommer ce que tu veux quand tu regardes dans ton salon, ce genre de choses. Tu peux faire des pauses pour aller aux toilettes parce que 3h30, c'est énorme, vraiment, même si on les voit pas du tout passer. Mais voilà quoi, il me faut toujours ma pause club, ce genre de trucs et tout. Et là, Netflix permet d'aborder le cinéma de n'importe quelle manière possible. Par exemple, sur son tu téléphone. fais une bonne ouverture sur Netflix parce que ça va être notre dernier quart d'émission. On va parler de Netflix, mais avant tout, est-ce que Marie-Hélène, tu aurais une conclusion à faire sur The Irishman ? Ah, une conclusion à faire sur The Irishman. En tout cas, peut-être une dernière remarque. Alors, j'ai une dernière remarque à faire, parfaitement arbitraire, mais en fait, je soupçonne l'écriture du scénario. Martin Scorsese utilisait beaucoup la touche copier-coller, puisqu'on a quand même 3 fois par phrase le fameux mot « fucking ». Et je pense que c'est le mot qu'il va falloir retenir pour ce film qui est assez dérangeant dans la mesure où moi, personnellement, j'ai dû le voir 2 fois pour comprendre si je l'aimais, si je ne l'aimais pas. Au final, ce fucking film, je l'ai bien aimé. Eh bien, merci beaucoup. Donc, ça reste quand même autour de la table un grand oui pour The Irishman ? Ouais. Ok, d'accord. Donc, si vous voulez voir The Irishman, si on vous a convaincu, le film est disponible sur Netflix. Donc, profitez-en. 3h30, le mieux, je vous conseille quand même de les regarder en une traite, si c'est possible. Et là, tout de suite, on va s'écouter une question lambda. Je vous rappelle le principe d'une question lambda. J'ai interrogé des personnes de 7 à 77 ans qui ne sont pas spécialement concernées par le cinéma. Et la question du jour, suite à la sortie de The Irishman et de tout ce débat autour de Netflix, c'est est-ce que Netflix et les plateformes VOD peuvent tuer le cinéma? Qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin, le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites? Ma femme risque de demander le divorce, mais bon, allez, je vais. Oui. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Disons 5 000. Oui, 5 000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8 000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et bienvenue chez Stratton Oakmont. Je vais me boire une bière. C'est cool. Bonne journée, Kevin. Oui, merci, Jordan. Je t'emmerde, grand cul. Est-ce que Netflix, les plateformes streaming, les plateformes VOD peuvent tuer le cinéma? Ouais, je sais pas. On regarde pas de ouf les films Netflix. Mais non, ça peut pas tuer le cinéma en soi, non. Je pense pas que ça puisse le tuer. Non, j'en sais rien en fin de compte, je sais pas du tout. Et après, il y a tout le côté économique et tout ça, enfin je sais pas, c'est vaste débat. Hein. Il a pris un coup dans la gueule quand même avec ça, il y a pas à chier, mais c'est quand même une bonne chose. Non, ça tuera jamais le cinéma, parce que le cinéma c'est quand même un truc, c'est pour ça te fait passer une soirée, soit avec des potes, soit avec une copine, soit pour inviter quelqu'un, et puis c'est mieux de le regarder, voilà. Je pense pas. Je pense pas, pour la bonne et simple raison que c'est, à mon sens, de ce que j'en comprends en tout cas, 2 industries différentes qui ont pas tout à fait les mêmes codes, qui vendent pas tout à fait la même chose non plus. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai moins d'attente quand je vais regarder un film sur Netflix, un film qui est proposé, diffusé uniquement sur Netflix, j'entends, que si je vais en salle. Bah non, parce que je pense que y a malgré tout des personnes qui aiment aller en salle voir un film, que je peux comprendre parce que c'est un grand écran. Je pense que le cinéma sera jamais tué parce qu'en fait le cinéma c'est un peu une ambiance, hein. Quand on y va, on y va en famille et tout, alors que Netflix c'est un peu posé dans ton lit tranquille le soir. Après oui, c'est sûr que ça réduit le nombre de places, etc. Le cinéma, pour moi, c'est vraiment, c'est pas que le fait de voir des films, quoi. Enfin, bien sûr, c'est la base, mais c'est une démarche, tu vois. C'est d'aller dans une salle, de partager avec les autres, même si tu es dans le noir, et tout ça, mais tu ressens quelque part, je suis sûr qu'on ressent les vibrations, les rires, l'émotion, et tout ça. Enfin, on va beaucoup moins au cinéma quand on sait qu'on va avoir le film quelques mois plus tard sur Netflix, mais je pense que ça tuera jamais le cinéma. De toute manière, Netflix, ils mettent pas les nouveaux films. C'est ce que je veux dire, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour que le film arrive sur Netflix. Donc non, ça disparaîtra pas. Parce que les avant-premières, etc., c'est pas Netflix qui le fera. Il y a longtemps que le téléchargement, Netflix,
tout ça tue le cinéma. Parce que les gens peuvent rester chez eux pour regarder un film, l'avoir aussi rapidement. Les gens, c'est cher le cinéma, faut dire ce qui est vrai aussi. Donc après déjà les gens ont beaucoup moins envie de sortir que chez eux puisqu'il y a internet, il y a la facilité, tout ça. Je vais au cinéma, j'ai une exigence parce que moi, entre guillemets, je fais l'effort de sortir de chez moi, d'aller payer une place. Bah, faut le reconnaître, malheureusement assez cher. Mais bon, faut bien que les cinémas survivent aussi. Du coup, j'ai une exigence, quoi. Je suis dans de bonnes conditions de visionnage parce que je suis dans une bonne salle avec des bons fauteuils, un bon son, un bel écran. Bah, j'ai envie qu'on me montre un beau truc. Si je suis chez moi sur mon canapé et que ce qu'on me propose est d'une qualité intermédiaire, je vais être moins déçu. Parce que tu ressens pas du tout les mêmes choses quand tu regardes un film au cinéma ou quand tu regardes un film sur ton canapé. T'es pas dans le même cadre, t'es pas plongé dans le film, t'es pas. Et ouais, ça peut le tuer, mais je pense qu'il y a quand même cette grande partie des gens qui va préférer aller au cinéma pour voir un film parce que ce sera plus grandiose au cinéma que devant un écran de télé, quoi. Annihilation. Bah, moi je trouvais pas ça ouf, honnêtement. Enfin, tu vois, bon, voilà, ça me. Mais je l'ai regardé chez moi sur mon canapé, donc je leur en voulais pas, tu vois. Enfin, je me dis, bon, ok, c'est pas ouf, mais ça m'a fait passer 1h30. Bon, il y avait des bonnes idées dedans, il y avait des images assez jolies. Ok, je serais allé le voir au cinéma, j'aurais eu un peu les boules, quoi. Là, je me serais dit, bon, là, les gars, j'en attendais un peu plus, quoi. Pour moi, ça tuera pas. Il y aura toujours des cinémas. Moins en moins, mais il y en aura tout le temps. Si ça reste une façon de médier un autre comme un autre, pourquoi pas, quoi. Ouais, enfin, faut pas que c'est au niveau économique que ça tue le cinéma ou que ça devienne voilà. J'aime bien le cinéma artisanal, quoi. Enfin, quelque part, tu vois. Si ça devient des gros Netflix, c'est ça qui fait peur, quoi. Que ce soit des machines un peu monstrueuses qui bouffent le truc, quoi. Et puis après, en termes de méthode de diffusion, faut pas oublier que Netflix, c'est disponible n'importe où dans le monde du moment qu'on a accès à Internet. Le cinéma, c'est pas le cas. Et je pense notamment au continent africain, où il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones portables, qui peuvent avoir un accès à Internet, enfin en tout cas où c'est une possibilité, pas accessible à tout le monde malheureusement, mais c'est une possibilité. Alors que des salles de cinéma, mon gars, c'est pas rendu, quoi. C'est vraiment pas rendu. Donc au final, faut penser à ça aussi. Nous, on le voit en tant qu'Européens en se disant ouais, ça tue l'industrie du cinéma parce qu'en plus on est français, donc on a un truc avec le cinéma et tout. Mais pour moi, c'est juste une diversification d'un moyen de diffusion de la culture. Donc moi, je suis OP. The way of the future. The way of the future. The way of the future. The Way of the Future, merci DiCaprio. Et quel est notre futur à nous ? Eh bien apparemment c'est l'ère des mondes artificiels. The Irishman semble porter en lui toute la mutation d'un cinéma vieillissant. À l'ère des plateformes, Scorsese n'aurait pas pu faire son film sans la surpuissance Netflix. Netflix, un mot qui rime aussi bien avec inquiétude d'un côté et renouvellement de l'autre. Le géant californien a fortement perturbé un système figé pour imposer son modèle, surfant ainsi sur cette hype indomptable autour des séries. D'ailleurs pour info, Netflix en 5 ans, c'est plus de 5 millions d'abonnés en France, soit un bon gros coup de pied dans la gueule pour Canal+. La toute-puissance Netflix fragilise et entend bien remplacer les modes de production actuels. Et puis aujourd'hui, d'autres géants américains comptent bien aussi réclamer leur part du gâteau. Amazon, Apple, Disney, bref, les plateformes pullulent et le cinéma est en train de changer de forme. Une promesse est faite, rendre les films et les vidéos de plus en plus accessibles. Et moi, la question c'est, est le spectateur dans tout ça ? Nos désirs sont-ils voués à être réduits à de simples menus ? Doit-on craindre le piratage de cerveau ? Et si le cinéphile d'aujourd'hui n'était plus que l'utilisateur de demain, noyé dans la masse des possibles illusoires ? Qui veut débuter sur Netflix ? Peut-il tuer le cinéma, mon petit Erwan ? Je te donne la parole. Eh bien non, parce qu'en fait, je pense qu'il faudrait un conjointement, disons, entre le cinéma et Netflix là, comme ça fonctionne, et il y a plus de films mieux, et enfin plus de films aussi qui viennent sur Netflix qui soient de bon réal. Et justement, je suis très heureux que The Irishman soit sorti sur Netflix, parce que même si j'aurais aimé le voir en salle, je me dis qu'en fait ça fait un beaucoup au moins pour les studios américains hollywoodiens qui voulaient pas de Scorsese, perdu pour eux, quoi. C'est bien fait pour eux. Oui, c'est ça, c'est que vouloir le film. Ils sont en train de prouver, c'est un autre moyen, ça montre un système qui commençait à être perturbé et figé, parce que Scorsese galérait, même un gars comme Scorsese galérait à financer ses propres films, et ce film n'aurait pas été possible sans les 175 millions donnés par Netflix. C'est ça. Moi je voulais dire que Netflix c'est à la fois un gros point faible et un gros point fort, parce que déjà premièrement ils donnent du budget à n'importe qui, et du coup parfois on obtient des ovnis qui sont vraiment trop cool en termes de séries, ou parfois on obtient des trucs qui sont catastrophiques, mais par contre grâce à Netflix
Et grâce aussi aux plateformes de streaming, plus généralement, on a des trucs, des contenus qu'on n'aurait jamais vus dans la toile cinématographique, je sais pas si ça se dit comme ça, de nos jours. Par exemple, on a la série The Boys sur Amazon Prime, qui est une prise de risque énorme sur l'univers de super-héros. Là, on va avoir la série The Witcher, qui est quelque chose qui est attendu depuis maintenant des années, une adaptation live de The Witcher. Donc pour moi, Netflix et toutes ces plateformes de streaming, c'est un gros oui pour la créativité, pour les réalisateurs qui sont vraiment en manque de budget et qui veulent vraiment créer quelque chose d'original, mais c'est aussi un gros moins en termes de... Ils disent oui à tout, et parfois on obtient des trucs qui sont vraiment pas ouf, mais après, à part ça, on peut trier sur Netflix. Contrairement au cinéma, si on va voir un film, on peut pas l'arrêter d'un coup. Enfin, tu peux sortir de la salle, mais bon, ça... L'exigence et autres. Moi, au tout début, parce que c'est quand même un débat qui depuis au moins 2 ans chamboule, même plus, chamboule tout l'univers de l'industrie. Est-ce que Netflix, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Moi, à la base, j'étais un peu contre. J'avais peur de cette idée de cataloguer des films, de les ranger dans des cases, au final de noyer des œuvres dans la masse et de comme tu disais, de proposer au final des œuvres moyennes avec moins, je dirais pas moins d'ambition, mais du coup moins de qualité, parce qu'on sait que les gens vont les regarder dans leur canapé, et puis parce que je suis aussi un grand défenseur de l'expérience collective de la salle, de cette démarche d'aller dans un film, pour le regarder d'une traite. Et puis maintenant, c'est vrai que quand je vois l'industrie et quand je vois qu'on m'envoie que du super-héros dans la gueule, j'étais quand même content de me dire que Netflix était là pour pousser des réals comme Scorsese, Bong Joon-ho, leur donner des moyens de faire des choses et en plus leur laisser faire avec une liberté. Mais ce qui va m'inquiéter, c'est ce côté dématérialisation. Ça veut dire que ces films-là, qu'est-ce qu'on va en faire par la suite? Si un jour, imaginez, gros bug chez Netflix, ou si Netflix décide de supprimer les films, comment est-ce que nous, on va encore pouvoir voir ce qui a été produit sur Netflix? Ce n'est pas quelque chose qui, toi, va t'inquiéter personnellement, Erwan? Si, totalement, si. Mais après, je me dis, ça arrivera certainement, tu vois, où Netflix, un jour, va dire, ok, on va faire des archives, tu vois, de films. Je pense que ça arrivera. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Mais il y a un jour où Netflix fera forcément quelque chose pour sauvegarder ses films. Je pense, The Irishman, par exemple, ils pourraient pas le laisser comme ça mourir, quoi. Ils vont forcément créer un truc, mais de toute façon, ils ont tellement de moyens. Netflix, c'est pour ça ils peuvent se permettre de faire des trucs moyens, parce que de toute façon, ils savent qu'ils ont tellement d'argent que ils arrosent n'importe quoi et tant pis, quoi. Mais je veux dire, la preuve, on donne un film à David Ayer, quoi. Alors là, niveau mauvais réal, on est loin, quoi. Mais donc bon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même cette expérience de la salle. Les spectateurs désertent les salles, c'est un fait. Est-ce que vous pensez que les salles sont vouées à disparaître? Non. Vous irez toujours en salle, on sera 3 pélos dans la salle. Bien sûr. Pour moi, le cinéma, c'est aussi t'as 50% du film que tu vas voir et 50% de l'ambiance qu'il y a dans la salle. C'est-à-dire que c'est toujours appréciable d'être dans une salle. Par exemple, quand on a été voir avec des amis le dernier Tarantino, la scène de fin qui est totalement jouissive, tout le monde avait gueulé dans la salle et tout. En temps normal, ça m'aurait déplu, mais là, ça m'a vraiment plu. Et t'as cette ambiance que tu peux pas retrouver sur Netflix quand tu regardes tout seul sur ton canapé. Marie-Reine, pour conclure, Netflix peut-il tuer le cinéma? La question du cinéma va-t-il mourir? Elle se pose depuis 1910. On est en 2018, il n'est toujours pas mort. En fait, je me demande si la question n'est pas un tout petit peu désuète maintenant. Eh bien, écoutez, ce débat était désuet et en même temps, c'est un débat qui aujourd'hui va prouver le contraire. On va suivre l'évolution en attendant que vous... Eh bien, on va conclure sur cette émission. N'oubliez pas, The Irishman est diffusé sur Netflix. En attendant, je tiens à remercier toute mon équipe autour de la table. Erwan, Marie-Reine, Dorian et bien sûr Quentin, la technique. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans Contrebande pour une nouvelle émission et pour de nouveaux films. Je vous dis à très bientôt. Merde, espèce de salope! Vous êtes dur à cuire, hein? Des putain d'enfants! Mais lui s'en compte! Merde! C'est fini! Terminé alors, t'as vu, regarde! Tu la ramènes plus, hein? Francky, espèce de crue! T'emmerdes! Enflure! Putain de salope! Merde, pourriture! Terminé, le salaud! La coupe, hein? Non, arrêtez là! Donne-moi ce tas de merde là! Francky, laisse-le, il respire encore, laisse-le. Francky! Voilà. Déshabillez-le. Quando sei qui con me, questa stanza no.
restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente più